Cette année, les robots crèvent les ballons. 2 robots s'affrontent sur cette table. Le but est simple, chaque robot qui doit au départ tenir dans un cube de 30 cm de côté doit aller percer le ballon de l'adversaire. Chaque ballon est protégé des tirs éventuels du robot adverse par une paroi de plexiglas. Les robots sont donc obligés d'aller devant le ballon pour le percer. 2 itinéraires sont possibles. Ils peuvent emprunter un pont étroit, un itinéraire direct mais exposé, ou ils peuvent descendre dans ce que l'on appelle la plaine et remonter sur la base de l'adversaire, un itinéraire plus long mais plus facile à emprunter. 3, 2, Concrètement, voilà ce que ça donne. Les robots qui, dans ce cas, ont en plus déployé des boucliers pour protéger leur ballon partent au même moment. Tous les deux ont choisi de passer par la plaine, mais tandis que l'un a des problèmes pour quitter sa base, l'autre va direct au but. C'est la victoire. Mais commençons par le commencement. Dès le matin, les équipes de lycéens, pour la plupart des premières et des terminales, ont dévoilé leurs robots. Certains se livrent encore à d'ultimes réglages. C'est une lame de cutter et... Ouais. Vous avez mis une lame de cutter Au bout pour... Les formes des robots et les dispositifs d'attaque sont très divers. Certains ont une approche particulièrement rationnelle du problème. La stratégie, 50% pour la puissance, 25% pour l'attaque et 25% pour l'obstacle. Donc l'obstacle, en fait, c'est un système qui se déploie. Ça se déploie dès que le robot s'en va. Et Un bouclier pour la défense, c'est très bien. Mais pour l'attaque? Attends, l'attaque, bon, il faut le système électrique, bien sûr. Alors pour le déclencher sans le système électrique, voilà. Pas mal. Mais cette stratégie tiendra-t-elle la route tout au long des multiples matchs des éliminatoires? partez. Et oui, grâce à sa maniabilité et son bras télescopique efficace, le robot du lycée Lamarck ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Voici, à l'opposé, un des robots les plus sophistiqués de la compétition. Il passe par le chemin le plus difficile, le pont, et perce le ballon grâce à une pelote d'épingle catapultée par-dessus l'écran de plexiglas. Bravo! Départ. Plus encore que les dispositifs d'attaque et de défense, c'est la manœuvrabilité du robot par le pilote qui va faire la différence tout au long de la compétition. Dans bien des matchs, les robots n'en font qu'à leur tête. Ont des problèmes de stabilité quand ce ne sont pas les pilotes qui commettent des erreurs. Le lycée Jean Perrin, qui a gagné le trophée l'an dernier, a tout misé cette année sur la légèreté et la rapidité. Son robot baptisé La Chose perce le ballon de son adversaire avant que celui-ci n'ait pu faire grand-chose. Ça va là-dedans. Il arrive ainsi en demi-finale où il se retrouve face à la machine du lycée Lamarck. Partez. Et c'est là que sa grande maniabilité se retourne contre lui. Sortie de terrain, une victoire de plus pour le lycée Lamarck. Bravo. Allez, vous offrez les trucs à l'équipe adverse. On a eu la chance, ils ont mal contrôlé, ils sont tombés. Alors, heureux? On est content quand même, parce qu'on pensait vraiment pas faire ça. Ouais. Surtout qu'on a du matériel, on regarde les autres matériels, ils ont des trucs superbes. Avec des servos moteurs, nous on a des trucs de base. Des trucs de base, mais qui marchent. L'idée de génie, c'est le bras télescopique récupéré sur un mètre ruban. Ajouté à un robot très simple à piloter et très stable, il fait des merveilles. Deuxième demi-finale où l'on retrouve le robot pont. Attaque directe sur un des concurrents. En dépit de sa sophistication, il est aussitôt mis hors de combat. Ouais, il s'agit d'aller maintenant. Mais l'adversaire viendra-t-il à bout du bouclier? Voilà, ça joue un peu. Et oui, sa puissance lui ouvre les portes de la finale. À droite, le robot du lycée Léonard de Vinci de Saint-Germain-en-Laye. À gauche, le lycée Lamarck de Rieux-la-Panne. 2 robots puissants, maniables, avec des boucliers pour protéger leur ballon. Seule différence, l'un possède un bras télescopique redoutable. C'est parti.
Le robot de la marque, mieux contrôlé et plus stable, prend l'avantage et se rapproche du ballon adverse. C'est la victoire! Victoire indéniable. Génial! Magnifique victoire. Revoyons d'ailleurs l'action de ce match éclair. C'est parti! On voit bien la maîtrise du pilotage de la marque et l'efficacité du bras télescopique. Le lycée Lamarque de Rieux-la-Pape remporte donc ses deuxièmes trophées de robotique E = M6. Retour à l'espace ELEC, au CNIT, à la Défense, pour cette coupe de robotique E = M6 des grandes écoles et des universités. Alors, un match entre deux robots, ça dure à peine 2 minutes. Mais pour les équipes qui ont construit ces robots, c'est l'aboutissement d'un travail acharné de plusieurs semaines, comme le montre ce reportage. Qu'est-ce qu'on a comme option, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une conférence au sommet sur le gazon. Les étudiants de l'Institut national des télécoms à Évry mettent au point leur stratégie. Point principal à l'ordre du jour, la trajectoire du robot. Passer par le pont, c'est plus dangereux, donc c'est plus une stratégie offensive. Et passer par le plan, c'est plus une stratégie défensive. Comme l'a pressenti Christophe, ce choix stratégique est essentiel. Il conditionne la mise au point de l'engin. 13 étudiants vont participer en tout à la mise au point de ce robot. Finalement, la stratégie retenue consiste à passer par le pont, mais avec un robot très rapide et pourvu d'une botte secrète. Bon, si jamais on rencontre un adversaire, donc la botte secrète, on se serre sur le pont, on avance en chenille, jusqu'à le pousser. Donc avec le V1 qui pousse 50 kg, il n'y a pas de problème, a priori. On pousse l'adversaire, on lui rentre dedans. Et faut espérer qu'ils n'auront pas à trouver des stratégies trop compliquées pour nous bloquer sur le pont. Mais on va gagner. C'est sûr. Faut-il faire un asservissement de vitesse au niveau de l'ampli et de la circuiterie électrotechnique, ou bien est-ce que l'on doit... Changement de décor. L'École supérieure d'électricité, Supélec, comme bon nombre d'autres écoles ou facultés, a décidé d'introduire la coupe E = M6 dans le programme de l'année. La fabrication du robot devient donc un élément du cursus et les profs participent au bon déroulement des opérations. Avantage, les étudiants bénéficient ainsi de méthode et de rigueur dans le travail. Mais inconvénient, il devient plus difficile de s'écarter de la spécialité de l'école. Il n'y a pas eu de conception mécanique à proprement parler. Je pense qu'à Supélec, on n'est pas très compétent sur ce domaine. Les groupes ont surtout mis l'accent sur l'aspect électrotechnique, électronique et informatique. Conséquence pratique, Supélec a tout misé sur l'intelligence du robot. Exemple, des capteurs de reconnaissance de lignes blanches qui permettront à l'engin de se guider. Il faut dire que les 20 étudiants de l'équipe se sont fixés une seule stratégie, faire un robot rapide qui évite l'adversaire. Facile à dire, mais plus difficile à réaliser. Surtout avec un robot totalement autonome, ce qui est la base du règlement. Alors, la stratégie de Supélec sera-t-elle payante ? Dès qu'il rencontre un obstacle, il commence avec sa petite raclette qui est devant à essayer de soulever l'autre robot pour le déstabiliser. Ça, c'est le cerveau du robot mis au point par Paris 8. La faculté parisienne avait brillamment remporté la dernière coupe en 1994 et compte bien renouveler l'exploit. Cette fois, et contrairement à l'année précédente, les étudiants ont choisi la simplicité. Les microprocesseurs sont remplacés par des circuits programmables, plus faciles à contrôler et donc plus fiables. Du coup, la stratégie de Paris 8 sera simple. Rapidité, adhérence et passage par la passerelle pour aller à l'essentiel. Et si le robot adverse vient à barrer la route, on s'est gardé une petite botte secrète. Un moteur d'essuie-glace actionne ce racloir de métal pour dégager le passage. Mais les tenants du titre ne sont pas plus riches que l'année dernière. Leur budget est proche de zéro et les matériaux utilisés proviennent essentiellement de la récupération ou d'investissements personnels. À l'école centrale, on entend un tout autre son de cloche. 2 équipes planchent sur 2 projets différents, mais avec des moyens à une autre échelle. Donc à l'origine, le robot, on voulait le faire en platine, en or et en marbre. Puis ça faisait un peu lourd, alors on a pris du bois. Eh oui, mais ça n'a pas empêché Paris 8 de gagner l'année précédente. Comme quoi,
Il y a une morale dans tout ça. Autre divergence majeure entre toutes les équipes, la méthode choisie pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire percer le ballon. Voici justement la solution de Paris 8, une aiguille catapultée. Voilà maintenant celle choisie par la première équipe de l'INT, à Évry. En effet, le ballon ne devrait pas opposer de résistance. Non, mais tu peux pas y arriver. La seconde équipe de l'INT, de son côté, a choisi un bras articulé pour contourner la protection en plexiglas. Difficile de dire quelle sera l'attaque la plus efficace. Pour le savoir, le mieux est encore de regarder la suite. Et après ces préparatifs est venu le jour des éliminatoires, un moment capital puisque c'est à ce moment que les robots se sont confrontés pour la première fois avec leurs adversaires. Bien entendu, il y a eu des désillusions, mais aussi des bonnes surprises. Arrivés à la défense, des équipes et des supporters de l'université Paris 8. Les épreuves de la deuxième coupe de robotique E = M6 vont durer 2 jours. On va leur péter la gueule. Avec ces 2 robots, l'université espère bien ajouter une deuxième coupe à celle acquise l'an dernier. Le moral est au plus haut. Mais pour gagner, il faudra triompher de plus d'une vingtaine d'adversaires qui auront franchi le cap de l'homologation. Le principe de celle-ci est simple. En l'absence de tout adversaire, le robot doit être capable d'aller crever le ballon d'en face. Et voilà. Une simple formalité pour certains, mais un exercice problématique pour d'autres. Après l'homologation, c'est lors des éliminatoires que les robots affrontent pour la première fois leurs adversaires et mesurent les points forts ou faibles de leur stratégie. Exemple, le robot de l'IUT de Reims, qui a choisi de passer en bas par la plaine. Il fait à chaque fois un parcours sans faute, en suivant de manière automatique la ligne blanche. Mais il lui faut toujours de longues secondes pour atteindre le ballon adverse. Dans certains cas, ce n'est pas grave. Mais contre un robot de même vitesse, passant par le pont, il va perdre la plupart de ses matchs. Pour contrer ce problème, le robot de physique de Strasbourg envoie une barrière mobile bloquer son adversaire à l'entrée du pont. Voilà. Pendant ce temps, il traverse tranquillement la plaine. Une stratégie, ici, couronnée de succès. D'autres robots n'en sont pas là. Il y a ceux qui ont du mal à suivre la ligne blanche. Et ceux qui perdent carrément la boussole. Pour ceux qui ont choisi la voie étroite, c'est-à-dire le pont, le problème principal, c'est de rester dessus. Sur le pont, il faut aussi pouvoir dégager son adversaire. Dans certains cas, les 2 robots de puissance égale restent bloqués l'un contre l'autre. C'est le match nul. Mais dans la plaine aussi, les combats sont sans merci. Les moyens envisagés pour percer le ballon vont se révéler plus ou moins efficaces. Des fois, ça ne marche carrément pas. D'autres fois, ça marche plutôt bien. Au fil des matchs, la liste des qualifiés pour les 8e de finale se précise. Pour bien des équipes, les rêves de victoire s'envolent. La rapidité est souvent déterminante, comme ici pour le robot de Polytechnique. Mais pour ces heureux élus, la nuit sera longue avant les combats du lendemain. Vas-y, donne-moi le scotch là. C'est le jour J. Quelques minutes avant les premiers matchs, les 16 équipes qualifiées peaufinent encore leurs robots. On scotche, on boulonne, on soude, on reprogramme même le comportement des robots, comme ici où l'équipe a modélisé la compétition en images de synthèse. Ah mais c'est tout. On tombe dedans. Ailleurs, on teste fébrilement son robot. Alors,
On n'est pas encore prêt? Si, il est prêt, mais on teste des programmes différents. On modifie les programmes. Ah bon? Et là, il est programmé pour quelle stratégie? C'est laquelle? Là, c'est une stratégie de combat très rapide, le plus rapide possible. C'est-à-dire qu'on pousse le robot au maximum de ses capacités pour on verra. Eh bien, justement, on va voir, car ce robot, celui de l'INT d'Evry, doit affronter l'Ensergue de Grenoble dans le premier match des 8e de finale. Avec un robot qui s'appelle Pile Poil. Tous les deux ont choisi de passer par le pont. À vos marques. Prêt? Partez. En effet, c'est du rapide. Durée totale du combat, 3 secondes et demie. Deux écoles d'ingénieurs très réputées pour le match suivant. Centrale à droite et Polytechnique. Ouais. Partez. Le robot de Centrale passe toujours par la plaine. Celui de Polytechnique, lui, choisit son itinéraire en fonction de l'adversaire. Ici, il passe par la plaine pour contourner le barrage posé par Centrale. Hélas, sortie de piste, élimination donc, mais Polytechnique reste sportif. Pas de chance. C'est pas grave, l'année prochaine on fera mieux. Du côté des gagnants, Centrale, on se sent mieux? Pas trop mal pour le moment, mais on est obligé de changer complètement le comportement du robot si on veut pouvoir aller plus loin dans la compétition. Et donc j'ai 7 minutes pour reprogrammer le comportement du robot. C'est pour ça que je vais pas être très de classe. Ok, laissons les centraliens à leurs programmes informatiques. Du côté de l'équipe de l'ISMRA de Caen, on préfère travailler avec des tournevis, des clés et même du ruban adhésif. Il faut réparer les bras télescopiques du robot, endommagés lors d'un combat précédent. À vos marques. Le match suivant l'oppose à la machine de physique de Strasbourg. Un robot pont contre un robot plaine. Le robot strasbourgeois accomplit toujours automatiquement un parcours quasi parfait dans la plaine. Hélas, il aborde le ballon adverse quelques centimètres trop à gauche pour le percer. L'adversaire déploie un bras télescopique qui contourne le plexiglas, mais ici encore sans succès. Va-t-on vers le match nul? Non, le robot de Caen déploie son deuxième bras télescopique, c'est la victoire. C'est vraiment à très peu de choses, car je vois ici une aiguille. Les matchs suivants se soldent petit à petit par l'élimination des robots les moins agiles. À chaque match, le robot de l'INT fait des ravages. À vos marques. Prêt? Partez. Ce bras qui passe par derrière l'écran, je crois que personne n'y avait jamais songé. Comment est-ce que l'idée vous est venue? Eh ben, c'est venu d'une erreur au départ. On a commencé à faire des prototypes en mécano. Et en montant les mécanos, on les a désaxés, on les a pas mis bien symétriques. Et on s'est rendu compte qu'on faisait un bras qui tournait. Alors on en a profité pour appliquer cette erreur à quelque chose qui marche bien. Demi-finale, les 4 robots toujours en course passent tous par le pont. La première demi-finale oppose le robot de l'INSA de Lyon au terrible robot de l'INT. Robot dont le bras télescopique est actionné, il faut le préciser, par de l'air comprimé. Dernier préparatif. On arme les robots. À vos marques. Prêt? Partez. Quelle victoire! Le robot lyonnais n'a même pas eu le temps de réagir. Revoyons tout de suite cette action foudroyante au ralenti. Dans la deuxième demi-finale, le robot de l'Institut d'informatique d'entreprise, l'IIE, retrouve celui de l'ISMRA de Caen. À vos marques. Prêt?
Partez. Deux robots qui, cette fois-ci, prennent leur temps. Le robot de l'IE déploie une double protection, béquet à l'avant et des guides qui l'empêchent de basculer. Le robot adverse tombe dans le piège et grimpe sur le béquet. En dépit des efforts déployés, aucun des deux robots ne parvient à se dégager. Cette fois-ci, c'est le match nul. C'est donc le robot le plus léger, celui de l'IE, qui remporte la victoire. Une victoire qui visiblement fait très plaisir à l'équipe. On y est. C'est pas grave, le but au départ c'était de se qualifier, d'homologuer le robot. Et là on est en finale. On sait toujours pas comment on l'a fait, mais on y est. Je crois que petite vérification finale, tu regardes tout. Du côté de l'INT, en revanche, on reste toujours aussi concentré. On a des chances, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est donc la finale. Après des semaines de travail, plus de 50 matchs et beaucoup d'émotions, le robot de l'Institut des télécoms d'Evry retrouve le robot de l'Institut d'informatique d'entreprise d'Evry également. Deux robots qui passent par le pont. Toute la salle, même ça fait mal. Le voilà. Avec un robot qui n'a pas percé. Un robot léger, mais aussi lent, avec des fléchettes catapultées, contre un robot lourd, rapide, avec son bras télescopique et une bouteille d'air comprimé. C'est d'ailleurs le seul robot qualifié à avoir pensé à cette source d'énergie. Côté IE, on veut croire à la victoire. Prêt? Vous êtes prêts? Romain? Prêt? Partez. Le robot de l'IE a parcouru exactement 8 cm avant que celui de l'INT ne crève son ballon. Là. Une fois de plus, la stratégie de la rapidité a payé. Il faut dire qu'elle a été parfaitement exécutée. Revoyons une dernière fois le match au ralenti. C'est la roue arrière gauche qui indique au cerveau du robot que le pont est parcouru. L'ordinateur de bord déclenche alors les vérins qui bloquent le robot sur le pont. Et le bras télescopique fait son travail. Eh ben on est vraiment content parce qu'on y a passé vraiment beaucoup de temps sur ce robot, on s'est vraiment investi énormément. Et comme quoi ça paye. Et oui, la victoire de l'INT, c'est la victoire d'une large équipe. 13 personnes, bien organisées et mobilisées pendant plusieurs mois sur le projet. Et j'appelle tout de suite Gilbert Gauvin, qui est le directeur général d'Espacelec, pour remettre la coupe. L'Institut national des télécoms